Un attentat suicide commis par une personne syrienne. Déclaration du président turc après l'explosion meurtrière survenue à Istanbul ce matin. Le pays était en état d'alerte maximum. Garde à vue prolongée à Marseille pour le jeune agresseur d'un enseignant juif. L'assaillant est un mineur de 15 ans, turc, d'origine kurde. Il a assuré avoir agi au nom d'Allah et du groupe de l'État islamique. Et puis en Allemagne, conférence de presse prévue entre Angela Merkel et le Premier ministre algérien en visite dans le pays. La politique de la chancelière sur l'immigration continue d'être mise à mal. Bonjour et bienvenue à tous pour cette demi-heure d'infos en direct. Réunion de crise à Ankara après l'explosion meurtrière qui a frappé un peu plus tôt ce matin un quartier touristique d'Istanbul et le bilan est lourd. Au moins 10 morts et une quinzaine de blessés. Recep Tayyip Erdogan parle d'un attentat suicide commis par une personne syrienne. Les faits avec Océane Nicole. Une scène d'horreur à Istanbul. Il est environ 10h20 ce mardi quand une explosion survient dans le cœur de la ville, dans le quartier touristique de Sultanahmet, un quartier très fréquenté. L'explosion a eu lieu sur l'ancien hippodrome devant la basilique Sainte-Sophie et à quelques mètres de la mosquée bleue, deux monuments les plus visités de la ville. C'était un attentat suicide. Je suis allé voir et je suis tout de suite revenu à l'hôtel. C'était le chaos. Tout le monde courait partout. Les policiers ont évacué les blessés le plus rapidement possible car une deuxième bombe pouvait exploser. La place a été totalement vidée. Parmi les victimes, plusieurs touristes. Le ministre allemand des Affaires étrangères a appelé ses ressortissants à éviter les lieux touristiques de la ville. Le Quai d'Orsay a lui préconisé aux Français sur place d'éviter le secteur. Des démineurs de la police sont sur place pour déterminer l'origine exacte de cette explosion. Le président turc Erdogan s'est exprimé. Il qualifie cette explosion d'acte terroriste d'origine syrienne. Une réunion de crise a été convoquée par le Premier ministre du pays, aux côtés du ministre de l'Intérieur et du chef des renseignements. Depuis des mois, la Turquie vit en état d'alerte après le double attentat suicide devant la gare centrale d'Ankara. Une attaque qui avait fait 103 morts le 10 octobre dernier. Et on trouve notre correspondant en Turquie, Quentin Raverdi. Bonjour, alors le pays vit en état d'alerte depuis le double attentat survenu à Ankara en octobre dernier. Pourquoi ce pays est-il visé spécifiquement ? Oui. Quentin Raverdi, est-ce que vous m'entendez ? 1, 2, 3, 4, 5. Visiblement une mauvaise liaison depuis la Turquie. On tentera de joindre notre correspondant un peu plus tard dans cette édition. Garde à vue prolongée de 24 heures pour le mineur qui a agressé un enseignant juif à Marseille. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat aggravé et apologie du terrorisme. L'agresseur avait confié avoir agi au nom de l'État islamique. Son portrait avec Mathis Inbar. Il dit avoir agi au nom d'Allah et du groupe État islamique. Il a revendiqué avoir agi ainsi au nom d'Allah, de l'État islamique, répétant avoir agi à plusieurs reprises au nom de Daesh. L'assaillant qui a attaqué à la machette un enseignant juif aura 16 ans la semaine prochaine. Sa garde à vue ne pourra ainsi pas être prolongée de 24 heures supplémentaires, la loi française n'autorisant pas une garde à vue de plus de 48 heures pour un mineur. Selon les premiers éléments de l'enquête, il se serait radicalisé tout seul, très vite sur Internet, via des sites et des discussions en ligne rattachés à l'idéologie djihadiste de l'État islamique. L'adolescent regrette ne pas avoir pu tuer sa victime. Il aurait avoué vouloir s'en prendre également aux forces de police. De nationalité turque et d'origine kurde, il n'a pas d'antécédents judiciaires ni psychiatriques. D'autant que ses professeurs se disent également surpris. Il évoluerait dans un milieu paisible et aurait de bonnes notes. Cet adolescent n'était donc pas dans le radar des services de renseignement et n'avait pas d'antécédents judiciaires. Et nous sommes en ligne avec Fabrice Labi. Bonjour, vous êtes avocat de la victime. Tout d'abord, comment se porte votre client aujourd'hui ? Comme vous pouvez l'imaginer, c'est-à-dire dans une situation de détresse psychologique évidente. Il a été victime d'assauts répétés de la part d'un assaillant qui a manifesté une violence extrême, à laquelle, bien évidemment, il n'était absolument pas préparé. Je vous rappelle que l'assaillant a proféré les premiers coups alors qu'il était de dos et s'en est suivi une violence particulièrement caractérisée qui ont donné lieu à des ecchymoses à peu près sur tout le corps, mais également des traces de lame au niveau du cou
laissant penser effectivement à la victime qu'il souhaitait procéder à une décapitation, c'est en tout cas ce qu'il garde à l'esprit. L'élément majeur aujourd'hui que la victime a pu me décrire, c'est la détermination de l'assaillant. Beaucoup s'interrogent effectivement sur non seulement la capacité d'un jeune homme comme celui-là à passer à l'acte comme il l'a fait, mais la victime me dit « je garderai à vie le regard de cet homme », qui est un regard froid, totalement déshumanisé et manifestant une volonté évidente d'aller jusqu'au bout de ce qu'il souhaitait faire, c'est-à-dire causer la mort. Causer la mort non seulement à moi-même, mais on saura par la suite au service de police également. Une victime extrêmement choquée, on l'imagine. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui des chefs d'accusation retenus contre l'agresseur ? Ah oui, c'est un minimum parce que lorsque vous avez appréhendé un petit peu le dossier, à savoir l'existence d'une préméditation, n'oubliez pas que l'agresseur est sorti armé avec 2 couteaux, la machette que vous connaissez, qui est particulièrement impressionnante, mais également un couteau qui était dans son sac et qui était destiné, on le saura plus tard, au service de police. Mais vous avez surtout une volonté d'aller jusqu'au bout, parce que comment s'est déroulée l'agression ? Elle s'est déroulée en 2 étapes, hein, peut-être le savez-vous. D'abord, il a pris à partie de dos, comme je vous l'indiquais, l'enseignant, proférant de très nombreux coups et d'une violence particulièrement importante. Il a réussi à se débattre comme il a pu, et puis surtout, il a réussi à prendre la fuite. Malgré ce, l'assaillant l'a poursuivi sur la route, alors même qu'on est à 8h30 du matin, en pleine rentrée scolaire, lundi matin, c'est-à-dire que vous avez des parents d'élèves, vous avez également des gardes armés qui étaient à proximité, puisqu'on n'était pas loin de l'entrée de l'école, et vous avez des passants. Donc, malgré ce, l'assaillant décide de passer à l'acte dans des considérations absolument incroyables. Toute dernière question, Fabrice. Labi, cette agression n'est pas la première du genre, puisqu'elle fait suite à 2 autres qui avaient déjà visé la communauté juive de Marseille. Est-ce que les autorités prennent des mesures suffisantes, selon vous, en termes de sécurité ? En tout cas, je pense que la communauté juive aujourd'hui est dans l'inquiétude raisonnable, parce que la multiplication des actes, effectivement, permettent de s'interroger sur sa sécurité. Maintenant, est-ce que les services publics prennent la mesure de tout cela ? Je pense quand même que oui, et c'est un sentiment personnel, parce que vous avez une présence policière et une présence militaire particulièrement importante, à des heures où même les lieux de culte sont éventuellement fermés, c'est-à-dire qu'on a poussé vraiment la sécurisation, je pense, au maximum, avec une concertation entre les membres de la communauté, les dirigeants de la communauté juive et les pouvoirs publics. Merci beaucoup Fabrice Labi d'avoir répondu à nos questions. On reste en France, à Créteil, où un conseiller municipal du parti Les Républicains a été retrouvé mort à son domicile. Selon les premières constatations, Alain Gozlan, âgé de 13 ans, a été violemment frappé et des traces d'effraction ont également été relevées. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Et puis on reste dans l'Hexagone. Le président François Hollande réaffirme sa volonté d'étendre le service civique. Pour cela, des moyens supplémentaires vont être mis à disposition d'ici 2018 avec un budget de plus d'1 milliard d'euros. Océane Nicole. Tout misé sur le service civique, François Hollande a exprimé ce lundi ses vœux à la jeunesse et aux forces de l'engagement. Il réaffirme son souhait de pousser les jeunes à s'engager, et ce dès leur plus jeune âge. Le président veut notamment étendre le service civique en le rendant accessible à la moitié d'une classe d'âge d'ici 2018 et en le généralisant après 2020. Près de 350 000 jeunes de 16 à 25 ans seront concernés. Ils pourront effectuer une mission d'intérêt général de 6 à 12 mois, une sorte de stage qui sera indemnisé de 573 € net par mois. Des missions auprès d'associations, de collectivités ou auprès des services publics. S'engager, c'est être utile 2 fois, pour soi et pour les autres. S'engager, c'est une volonté plus qu'un devoir. C'est une décision plus qu'une obligation. C'est une fierté plus qu'une nécessité. Le chef d'État français a également profité de ses vœux pour rendre un hommage au chanteur David Bowie. Et il avait eu cette formule en disant que chacun, à un moment dans sa vie, pouvait être un héros. Un héros d'un seul jour, mais un héros. Il ne s'agit pas de demander à tous les jeunes citoyens d'être des héros, mais tout simplement de prendre leur part à l'acte que nous posons ensemble aujourd'hui.
François Hollande souhaite la création d'un parcours citoyen, un nouveau programme composé de 300 heures d'enseignement moral et civique de l'école élémentaire à la classe de terminale. Le but, transmettre aux élèves les valeurs de la République. Dans le même temps, les jeunes recevront pour leur 16e anniversaire un livret citoyen, un livre qui leur permettra de découvrir leurs nouveaux droits de citoyens et leurs devoirs au fur et à mesure de leur parcours scolaire. Le président français a d'ailleurs sollicité les entreprises à consulter ce livret de citoyens lors d'entretiens d'embauche. Un plus, selon François Hollande, pour les demandeurs d'emploi. Des résolutions qui ont un coût. Le budget passera de 300 millions d'euros aujourd'hui à plus d'1 milliard en 2018. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel vient de débuter une conférence de presse à l'occasion de la visite du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. Un des thèmes qui devra être abordé, c'est bien sûr l'immigration. Lise Barenbaum, bonjour. Alors on peut dire qu'en Allemagne, il y aura un avant et un après Cologne. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le vice-président du CDU, le parti d'Angela Merkel. Le climat de confiance est vraiment rompu en Allemagne. L'hebdomadaire Der Spiegel titrait ce week-end avec une phrase choc. Le pays est sur le point de basculer après ses agressions sexuelles à Cologne. Et face à cet émoi, Angela Merkel va durcir le régime d'expulsion des demandeurs d'asile et des réfugiés qui sont déjà condamnés par la justice pour essayer de décourager les éventuels entrants. Son ministre Thomas de Maizière, lui, veut renforcer la présence policière dans la rue et accroître la vidéosurveillance, même si pour le moment, le gouvernement allemand refuse de fermer ses frontières et de limiter arbitrairement le nombre de migrants autorisés à entrer en Allemagne. Alors est-ce qu'on peut parler d'un volte-face de la part d'Angela Merkel qui avait plutôt favorisé l'arrivée de ces migrants dernièrement? En tout cas, on a l'impression que l'ère de la société multiculti, comme on dit en allemand, la société multiculturelle est bel et bien terminée. La chancelière parle aujourd'hui d'un devoir d'intégration pour les immigrés. Son parti s'est même mis d'accord pour demander à ce que la perte du droit d'asile soit plus systématique quand le demandeur d'asile a commis un délit, puisque jusqu'à maintenant, pour expulser un demandeur d'asile en Allemagne, il faut qu'il soit condamné à au moins 3 ans de prison et à la condition que sa vie ou sa santé ne soit pas menacée dans son pays d'origine. Je vous rappelle qu'en 2015, 1 100 000 demandeurs d'asile ont afflué vers l'Allemagne et les pronostics sont encore très élevés pour l'année à venir. Merci beaucoup Lise Barenbaum. Vous reviendrez sur ce plateau décrypter donc cette conférence de presse qu'Angela Merkel est en train de donner. Israël accueille un nouveau sous-marin livré par l'Allemagne, livraison prévue au port de Haïfa aujourd'hui même. La cérémonie est actuellement en cours en présence notamment du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Et puis on reste dans la région, en Syrie. La ville longtemps assiégée de Madaya a reçu ses premiers convois de nourriture et de médicaments. Les souffrances des habitants livrées à la faim et au marchandage politique avaient provoqué une indignation internationale. Gabriel Nolin. À Madaya, l'ONU veut évacuer 400 civils en grand danger de mort. Reste encore à obtenir l'accord de Damas. Nourriture, médicaments, couverture, les 44 camions d'aide humanitaire dépêchés par l'ONU et la Croix-Rouge sont arrivés lundi dans la ville et 21 autres sont rentrés dans 2 autres localités chiites encerclées par les rebelles. À Madaya, ville assiégée par le régime de Bachar el-Assad, les ONG dressent un bilan lourd. 18 personnes sont mortes de faim depuis décembre. Seul moyen de survivre pour certains, manger des chats et de l'herbe. Aucune aide humanitaire n'était arrivée dans la ville depuis le 18 octobre. Notre situation est très difficile. Nos enfants meurent de faim, nos corps tremblent. Nous avons commencé à perdre conscience à cause de la faim. Nous souffrons d'anémie et beaucoup de maladies. Nous n'avons pas de nourriture, même pas du pain. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. Nos enfants pleurent toutes les nuits. On est incapable de trouver de quoi les nourrir. Beaucoup d'habitants attendent désespérément de pouvoir partir. Des images d'enfants squelettiques supposés de Madaya avaient fait le tour des réseaux sociaux, indignant la communauté internationale. Suite à la pression, le régime syrien a finalement accepté de laisser entrer l'aide humanitaire, mais affirme toujours que les photos sont fausses. Le cas de Madaya n'est pas unique. En Syrie, les civils sont les premières victimes de la guerre, qui dure depuis 5 ans. Selon l'ONU, 400 000 personnes au total sont coincées dans des villes assiégées par l'armée de Bachar el-Assad ou par les rebelles. Voilà pour la première partie de cette édition à suivre tout de suite dans ce journal.
Un camp dur a été inauguré au sein de la jungle de Calais. L'État français cherche désormais à convaincre les migrants de s'éloigner de la côte et de renoncer à passer en Grande-Bretagne. Lueur d'espoir en Birmanie, après la victoire écrasante d'Aung San Suu Kyi aux dernières élections, les caricaturistes espèrent que la liberté sera pleine et entière une fois que le parti d'opposition aura pris les rênes du pouvoir. Et puis hommage planétaire après la mort de David Bowie, chanteur, acteur. Sa disparition a touché les fans du monde entier. Tour d'horizon à suivre. Mais avant cela, on ouvre une page d'économie. Bonjour à Johanna Citruc. Alors le pétrole continue de plonger. Aujourd'hui, le cours du baril américain a atteint son plus bas niveau depuis 12 ans. Alors il faut savoir déjà qu'il est légèrement remonté ce mardi aux alentours de midi. Mais effectivement ce matin très tôt le cours du baril américain est passé sous la barre des $31. C'est la première fois depuis 2003. Quant au baril de Brent, donc le pétrole de mer du Nord, il a cédé environ 2%. Il est resté au-dessus des $31 lui, mais il n'avait pas été aussi bas depuis 2004. Alors comment on peut expliquer cette nouvelle chute? Alors en fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a le ralentissement de l'économie chinoise, alors que Pékin est le plus gros consommateur au monde de pétrole. Ensuite, il y a la hausse du dollar qui pénalise les pays dont la devise est plus faible, puisque le pétrole s'échange grâce à la monnaie américaine. Et puis il y a l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui refuse depuis un petit moment déjà de réduire sa production. Résultat, l'offre est trop élevée par rapport à la demande. Autrement dit, il y a trop de vendeurs, mais pas assez d'acheteurs et les prix chutent. Mais pour faire face à cette dégringolade, ce mardi, le président de l'OPEP a annoncé une réunion extraordinaire qui aura lieu donc début mars. Donc peut-être doit-on s'attendre à une limite prochaine de la production de pétrole de l'OPEP. Et puis, dernière information, BP, la société pétrolière britannique, a annoncé il y a quelques instants supprimer au moins 4000 postes pour compenser cette faiblesse des cours de l'or noir. Voilà pour cette toute dernière information. Merci beaucoup Johanna Citruc. On vous retrouve toutes les semaines dans Économie le Mag avec David Neyman. Promesse tenue du gouvernement français, les conteneurs en dur réchauffés du camp de la Lande à Calais ont accueilli leurs tout premiers occupants. Un moyen de mettre à l'abri d'ici la fin du mois 1500 des 4000 migrants actuellement présents dans la jungle de Calais. Gabriel Nolin. Pour quitter la jungle, des containers. Ce lundi, Calais a ouvert son premier centre d'accueil en dur pour les migrants. 144 personnes recensées comme étant les plus vulnérables ont pu s'installer dans ce camp. D'ici à la fin du mois, ces 125 containers devront accueillir 1500 habitants de la jungle. Prise électrique, lits superposés et chauffage, un confort spartiate dont semblent se satisfaire les nouveaux arrivants. Dans la jungle, il fait froid, il y avait de l'eau de pluie. Ici, nous sommes protégés et il fait chaud, c'est vraiment bien. Une initiative dont se félicite la préfecture. Aujourd'hui, la France est capable de proposer à chaque migrant de Calais une solution digne. Donc nous avons une réponse pour chacun des migrants de Calais. Les containers devraient finir d'être aménagés à la fin janvier et d'ici là, chaque jour, c'est 50 nouveaux migrants qui y seront accueillis. La préfecture le précise, ces logements sont provisoires. L'accès au camp est strictement réservé aux habitants recensés et son entrée est garantie par un système d'identification. Donc, il y a un logiciel qui permettra de contrôler les entrées, mais qui n'est pas du tout un logiciel d'empreinte. C'est simplement un logiciel qui prend la forme de la main et qui est validé par la CNIL. La plupart des migrants de Calais veulent aller en Angleterre. Ils sont entre 4500 et 5000 à vivre dans des conditions précaires. Direction à présent le Mexique. Pour arrêter le trafiquant de drogue El Chapo, les forces spéciales ont dû utiliser les grands moyens. À Los Mochis, dans la villa où il était retranché, c'est une lourde opération qui a été menée. Les images spectaculaires de l'assaut permettent de comprendre en détail son arrestation. On regarde. Des images dignes d'une scène de guerre. Il est 4h40 du matin, l'assaut est donné. 12 narcotrafiquants lourdement armés défendent la villa où est retranché El Chapo. Pour y pénétrer, les forces mexicaines doivent lancer des grenades. La progression est difficile. Les soldats essuient les tirs fournis des narcos. Ils en tueront 5. Finalement, ils finissent par prendre le contrôle de la maison, arrêtent 2 hommes et 2 femmes. Mais El Chapo s'est volatilisé. En fait, il s'est enfui par un tunnel caché derrière un miroir. En voici les images. Des escaliers mènent à un passage au sol inondé, direction les égouts. La chambre dans laquelle était El Chapo et où se trouvait le miroir.
Les désordres montrent la précipitation avec laquelle il a quitté les lieux. Dans les autres pièces de la villa, impact de balles et traces de sang témoignent de la violence des affrontements qui ont laissé au baron de la drogue le temps de s'échapper. Mais la course d'El Chapo va quand même s'arrêter là. Quelques heures plus tard, il est arrêté pour de bon au bord d'une autoroute. Son arrestation marque la fin de ses 6 mois de cavale. Cavale lancée par son évasion d'une prison de haute sécurité en juillet 2015, cette fois aussi par un tunnel. Aung San Suu Kyi, championne des dernières élections en Birmanie, a symboliquement pris la main du processus de paix aujourd'hui dans le pays. Sur place, sa victoire laisse place à un élan d'espoir pour les caricaturistes qui voient la renaissance de leur champ d'expression. Regarde. Des coups de crayon, symbole d'une liberté nouvelle. Pendant les décennies du régime militaire, ce caricaturiste birman a constamment tenté de contourner la censure avant d'être obligé de s'exiler. Aujourd'hui de retour, il fait partie de la bouillonnante scène satirique du pays, très active lors des élections de novembre, remportées par le parti d'Aung San Suu Kyi. Les dessins ont besoin de liberté. Plus il y a de liberté, plus un dessin est capable de parler et d'être créatif et donc d'avoir plus de sens. En Birmanie, les séquelles de décennies de junte militaire ne manquent pas, et les sujets de satire non plus. Et la victoire de Suu Kyi est un nouveau test pour les caricaturistes. Sera-t-il possible de dessiner la dame de Rangoon, icône de la démocratie ? Personnellement, je ne veux pas l'insulter avec de mauvaises reproches, mais je la critiquerai si son parti fait quelque chose de mal, alors qu'ils disent travailler pour le peuple. Après des années de censure, le public est avide de découvrir cette sorte d'humour, comme en témoigne l'affluence lors d'un festival de caricature à Rangoon. Les dessins peuvent stimuler le débat et permettre d'envoyer un message. Aujourd'hui, les gens voient les dessins comme un moyen de dire ouvertement ce qu'ils veulent. Mais certains sujets restent toujours tabous dans le pays. Se moquer de l'armée est toujours aujourd'hui totalement inconcevable. Le pape François sort son premier livre, Le nom de Dieu et Miséricorde, c'est le titre. Elle retrace une série d'entretiens entre le souverain pontife et le journaliste Andrea Tornielli. La disparition de la légende du rock, David Bowie, continue d'émouvoir la planète. Cet artiste, l'un des plus marquants de sa génération, a été emporté par un cancer à l'âge de 69 ans. Tour du monde des hommages en images. Londres, New York, Berlin, Hollywood. Les hommages à David Bowie se multiplient à travers le monde. Dans son quartier natal, à Brixton, fête de rue, chants et danse à l'honneur de la star britannique. Plus d'1 millier de personnes ont entonné Space Oddity, un tube du chanteur. Je ne pouvais pas ne pas venir. Il a été tellement important musicalement et tellement important pour moi. Il m'a aidé à être cool et à ne pas copier les autres. Sur son étoile à Hollywood Boulevard, des fleurs et des bougies. Les fans pleurent leur idole. Ma mère m'a réveillée ce matin et je ne pouvais pas respirer. J'ai acheté son nouvel album il y a 2 jours pour son anniversaire. Et maintenant, je comprends mieux. C'était son cadeau d'adieu pour nous. C'est fou. Pareil devant son domicile à New York, où des fans sont venus se recueillir. Une scène qui se retrouve également à Berlin, où l'artiste a vécu 3 ans dans les années 70 et tissé un lien particulier avec cette ville. Elle lui aurait permis de retrouver l'inspiration après des tournées éreintantes. Un lien honoré par les habitants. J'ai entendu ce matin que David Bowie était mort et j'étais complètement sous le choc. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et comme je vis dans le quartier, je me suis dit que j'allais venir juste pour dire au revoir, encore une fois, pour lui dire adieu. Le monde de la mode aussi a tenu à célébrer la star. Lors du défilé de la Fashion Week, Bowie était inscrit en noir sur la paume des mains d'une des mannequins Burberry. Le chanteur de rock britannique est mort dimanche à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. 3 jours après la parution de son album Black Star. On va parler à présent de sport. Lionel Messi est de nouveau récompensé. L'attaquant vedette du FC Barcelone a reçu son 5e ballon d'or. Joseph Emmanuel. La surprise aurait été qu'il ne l'ait pas. Lionel Messi. Pour la 5e fois, c'est Lionel Messi qui rafle le ballon d'or. Il succède donc à Cristiano Ronaldo, beau perdant, qui se voit félicité par le lauréat.
Je pense que Cristiano a beaucoup de qualités, beaucoup de bonnes choses que les joueurs voudraient avoir. Nous avons chacun nos personnalités. Neymar faisait également partie des nominés au Ballon d'Or. Cette récompense vient couronner une année exceptionnelle pour Lionel Messi, mais aussi pour ses coéquipiers. Neymar et Suarez, avec Messi, un trio quasiment imbattable à Barcelone. Ligue des Champions, Coupe intercontinentale, Coupe d'Espagne et Supercoupe. Ils ont pratiquement tout gagné ensemble en 2015. C'est donc un peu le FC Barcelone qui remporte le Ballon d'Or. Messi a donc su réagir après une année 2014 compliquée, blessé, méconnaissable par moments. Il a reconnu avoir été en dessous de son niveau habituel. Mais à 27 ans, le ballon continue de lui coller aux pieds comme jamais. Messi régale ses fans. Pour cette seule semaine, il a marqué 3 buts contre Grenade. Il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions. Boulimique, il a même ajouté à son palmarès le titre de meilleur passeur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue dans quelques instants sur i24 News.